La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 19 mars 2026 et aujourd'hui on a titré ça, vous reprendrez bien un petit peu de politique monétaire. Les banquiers centraux occupent donc le devant de la scène cette semaine avec les 5 banques centrales les plus suivies par les marchés qui se réunissent en l'espace de quelques heures. On frôle même l'indigestion. Hier soir, c'est Jérôme Powell qui a ouvert le bal. Sa prestation a coïncidé avec une séance plutôt difficile pour Wall Street, mais ce n'est pas uniquement de sa faute. On va donc commencer par la Fed. Hier soir, tout s'est joué en 2 temps. Il y a d'abord eu la décision à 19h et là, sans surprise, la Fed a laissé ses taux inchangés. L'attention était surtout portée aux nouvelles projections économiques. La Fed a relevé ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2026, mais la médiane des projections de taux montre toujours une baisse de taux programmée en 2026, comme c'était déjà le cas en décembre. C'est une décision qui est donc plutôt dovish. Dovish, ça veut dire allant plutôt dans le sens de la baisse des taux, ce que le marché adore. Pourtant, le marché n'a pas réagi positivement, en tout cas pas de façon très marquée. En effet, c'est lorsque le patron est entré en scène que les choses ont évolué. Pour son avant-dernière conférence de presse, Jérôme Powell a fait du Jérôme Powell. Cravate violette, comme il se doit, flou sur son avenir et prudence sur la politique monétaire. Au final, ses commentaires ont été considérés plutôt comme hawkish, c'est-à-dire une politique de taux plutôt ferme qui réduit les chances d'un assouplissement monétaire, et le marché ne prévoit désormais plus de baisse de taux en 2026. Pour la première fois hier soir, Jérôme Powell a quand même accepté d'en dire un petit peu plus sur son avenir. Il a indiqué qu'il restera en poste tant que son successeur ne sera pas confirmé par le Sénat. Ça, c'est pas vraiment un scoop. Il a ensuite déclaré qu'il resterait au sein du board de la Fed jusqu'à ce que l'enquête du ministère de la Justice le concernant soit pleinement résolue. Et ça, c'est plutôt une vraie info, parce que pour le marché, ça veut dire qu'il y a un membre hawkish qui restera plus longtemps en poste. Bon, c'est assez cocasse puisque Powell n'a jamais été vraiment un faucon, mais il est considéré comme plus orthodoxe qu'un remplaçant nommé par Donald Trump. Le S&P 500 a terminé la séance d'hier en baisse de 1,4% et le Dow Jones a perdu 1,6%. Les taux sont remontés de plusieurs points de base avec un 10 ans américain proche de 4,3%. Mais il n'y a pas que Powell qui a pesé sur le cours de la séance hier, il y a aussi le pétrole, on va en parler un petit peu après. On va quand même enchaîner sur une vraie bonne nouvelle, en tout cas selon mon collègue Antoine Alves qui a pris en charge la chronique ce matin, c'est que le décalage horaire de seulement 5 heures avec les États-Unis, qui sont déjà passés à l'heure d'été, a permis aux fans de foot de suivre à la fois la conférence de presse de Jérôme Powell et les huitièmes de finale de retour de la Ligue des Champions. Alors apparemment, toujours selon Antoine, les réunions de la Fed auraient une fâcheuse tendance à tomber les mêmes semaines que les matchs de Ligue des Champions. Et avec des horaires plus classiques, c'est-à-dire avant le passage à l'heure d'été, eh bien Jérôme Powell prend la parole à 20h30 quand les coups d'envoi sont donnés à 21h. Et ça perturbe beaucoup mon jeune collègue qui en appelle même solennellement à la Fed, à l'UEFA, au pape et à toutes les instances compétentes pour qu'elles prennent ensemble leurs responsabilités. Alors ça va pas être facile de retomber sur ses pattes après ça, surtout pour parler de la Banque du Japon qui a rendu elle aussi sa décision à 4h du matin heure de Paris. Sans surprise, elle a maintenu ses taux inchangés. Si les économistes attendaient une poursuite des hausses de taux en 2026, le conflit au Moyen-Orient complique évidemment l'équation. Le Japon, je le rappelle, est très dépendant de ses importations d'hydrocarbures et pourrait subir un plein effet inflationniste et un choc de croissance. Le Japon et les États-Unis vont rester au centre de l'attention aujourd'hui puisque la première ministre japonaise est attendue à la Maison Blanche. Sanae Takaichi a dit s'attendre à une réunion extrêmement difficile. Cette rencontre intervient en effet après l'appel lancé ce week-end par Donald Trump à plusieurs pays dont le Japon. Le président américain demandait de l'aide pour rouvrir le détroit d'Ormuz, mais aucun pays n'a répondu favorablement à cette demande. Ça a provoqué la colère du locataire de la Maison Blanche qui a depuis estimé que son pays n'avait de toute façon pas besoin d'aide. Au Moyen-Orient, les affrontements se poursuivent quand même. Hier, le prix du pétrole est reparti à la hausse après que l'Iran a fait état de frappes américano-israéliennes sur ses installations gazières. Or, les infrastructures énergétiques iraniennes avaient été relativement épargnées jusqu'ici, et dans la nuit, l'Iran a riposté en s'attaquant à des gisements gaziers et pétroliers avec des missiles visant le Qatar et l'Arabie Saoudite. Bilan des courses ce matin, le baril de Brent est au-dessus des $110. Cette nouvelle escalade a fait plonger les indices européens hier qui ont terminé dans le rouge. L'Eurostoxx 50 a clôturé en baisse de 0,6% et le DAX de 1%. Ça a aussi évidemment pesé sur la séance américaine avant l'intervention de Jérôme Powell. Aujourd'hui, le défilé des banques centrales va se poursuivre. La Banque nationale
nationale suisse et la Banque de Suède rendront leur décision à 9h30, la Banque d'Angleterre à 13h et la BCE à 14h15. Les marchés attendent 4 statu quo. La BNS a d'ores et déjà mis ses taux à 0, mais elle fait toujours face au même problème, la hausse du franc suisse. Le retour à des taux négatifs n'est donc pas à exclure à l'avenir. Du côté de la Banque d'Angleterre, une baisse de taux était attendue dès le mois de mars, mais le conflit au Moyen-Orient pourrait écarter définitivement cette perspective. Enfin, les marchés anticipent maintenant 2 hausses de taux en 2026 pour la BCE, quand le scénario central du début d'année était un statu quo prolongé. Les regards sont donc tournés aujourd'hui vers les banques centrales, difficile de faire autrement, mais aussi vers les prix de l'énergie évidemment. La frappe israélienne et la riposte iranienne sur le gisement gazier South Pars North Dome ont fait s'envoler les prix du pétrole et du gaz. Les dommages qui vont crescendo sur les installations de production signifient qu'un retour à la normale est de plus en plus compliqué, et c'est l'Europe qui risque de payer les pots cassés puisque les États-Unis sont énergétiquement autonomes et que la Maison-Blanche peut décider d'agir sur ses prix domestiques sans trop se préoccuper de l'état de l'offre. Côté Asie-Pacifique ce matin, ça baisse pas mal. Le Japon chute de 3,4%, la Corée du Sud de 2,6%, l'Inde de 2,2%, Hong Kong c'est moins 1,8% et l'Australie moins 1,7%. L'Europe devrait reculer à l'ouverture dans une volatilité qui est remontée d'un cran après avoir reculé en début de semaine. Dans l'actu des sociétés en France, Total Energy va accueillir Slavomir Krupa, le patron de la Société Générale, dans son conseil. Le groupe pétrolier veut aussi repousser la limite d'âge de son PDG. Alstom a remporté 380 millions d'euros de contrats de maintenance et de rénovation de trains au Royaume-Uni. Vinci a signé un contrat de 68 millions d'euros avec la Compagnie nationale du Rhône. Safran a inauguré l'extension de son usine de Sarasota dédiée à la maintenance et à la réparation des systèmes électriques aéronautiques. La Société Générale a bouclé son rachat d'actions de 1,46 milliard d'euros. Biomérieux a obtenu le marquage CE pour 2 tests dans le domaine du diagnostic des infections respiratoires et pharyngées. Beneteau a basculé dans le rouge en 2025 avec des résultats en deçà des attentes. Les services cloud souverains d'OVH ont été sélectionnés pour l'euro numérique par la BCE et Morel progresse en Angola sur 2 blocs offshore. Beaucoup de résultats de mid-cap en France depuis hier soir. Jacquet, Infotel, OB, Bastide, Compagnie Chargeur, Dronevolt, Atem, Monsieur Bricolage, Twax ou encore Samse. Ailleurs en Europe, Unilever et Kraft Heinz auraient mené des discussions pour fusionner leurs activités alimentaires selon le Financial Times. Le PDG d'Unicredit n'exclut pas d'améliorer les conditions de son offre sur Commerzbank. Iveco a transféré ses activités de défense à Leonardo. HSBC envisagerait de supprimer 10% de ses effectifs dans le cadre de sa transition vers l'IA selon Bloomberg. Anglo-American prévoit l'approbation finale de sa fusion avec Tech Resources vers la fin de l'année. Prysmian envisagerait une nouvelle usine de cuivre au Texas et des acquisitions selon Bloomberg encore une fois. Swissquote a enregistré une hausse de son bénéfice et de ses revenus en 2025. WISeKey va lancer le premier nuage orbital spatial quantique commercial au monde. Le gouvernement allemand va acquérir 4 frégates Meko auprès de TKMS et Banco de Sabadell prévoit de boucler la vente de TSB d'ici fin avril. Sur l'agenda des publications du jour en Europe, Enel, BASF, Daimler Truck, Vonovia, CVC Capital Partners ou encore Swatch. Côté Amérique du Nord, Micron recule de 4,4% hors séance après ses trimestriels. SpaceX, xAI et Tesla prévoient de continuer à commander massivement des puces Nvidia, a annoncé Elon Musk. Elliott se serait positionné au capital de Line selon plusieurs sources. Constellation Energy va céder des actifs de production PJM à LS Power pour 5 milliards de dollars. Walt Disney va accélérer les synergies entre ses différentes branches selon le Wall Street Journal. Et une agence américaine demande aux entreprises de sécuriser l'outil Microsoft Intune après la cyberattaque subie par Stryker. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Accenture, FedEx ou encore Darden Restaurants. Ailleurs dans le monde, Geely Automobile lorgne le marché canadien alors que la voie s'ouvre pour les VE chinois. La Banque centrale indienne n'a trouvé aucune préoccupation majeure concernant HDFC Bank après le départ de son président. Bain Capital réduit sa participation dans Kioxia à 29% et Northern Star Resources et Evolution Mining chutent en Australie avec les replis des cours de l'or. Sur l'agenda des publications, on retrouve Alibaba, AIA Group, PT Barito Renewables Energy, CK Hutchinson ou encore Costco Shipping. C'est terminé pour le point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.